Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes réunis pour une troisième séance de ce séminaire Histoire des traditions biomédicales qui est organisé conjointement par les initiatives Sciences de l'Antiquité et Initiative Humanité biomédicale. C'est un séminaire qui est organisé par Claire Crignon, Catherine Darbo-Péchanski, Julien Devinant, Alessia Guardasol, et qui nous prie d'excuser son absence, et moi-même. Nous sommes maintenant à notre troisième séance, puisque là, il y avait eu une première séance en février sur les corpus hippocratiques et galéniques, une séance en mars sur la faim, à laquelle avait participé notamment Catherine Darbo-Péchanski. Et nous sommes maintenant à notre troisième séance sur l'air comme cause de maladie, avec deux intervenants sur deux périodes bien différentes, mais avec sans doute des problèmes comparables et communs. D'abord, deux intervenants, donc d'abord Jocelyn Groisard, qui est maître de conférence à l'Université métropolitaine de Tokyo, et ensuite Sébastien Denis, qui travaille à Santé publique France. Alors, nous allons d'abord écouter Jocelyn Groisard, et comme lors des précédentes séances de ce séminaire, Jocelyn va parler 40 minutes, ensuite nous répondrons à des questions, et il répondra à nos questions que nous lui poserons, et il y aura éventuellement un échange, ce serait bien, avec Sébastien Denis. Alors, je crois que Jocelyn Groisard a une présentation PowerPoint à partager. J'ai de mon côté envoyé son exemplier que je peux réenvoyer si vous n'arrivez pas à le récupérer par le chat. Je crois qu'il est inutile de présenter Jocelyn Groisard, mais je vais le faire, je ne dirais pas par plaisir, mais par admiration pour son travail. Vous savez qu'il a traduit, et magnifiquement introduit les météorologiques d'Aristote chez Garnier-Flammarion, puis il a traduit le Démictionné d'Alexandre Dafrandise, qui a été publié aux Belles Lettres. Il s'agit d'un élément de sa thèse qu'il avait fait avec Philippe Hoffmann à l'École pratique des hautes études. Et comme autre élément de sa thèse, il a publié chez Anagoguet, la collection dirigée par Marwan Rached aux Belles Lettres, Mixis, qui porte sur le problème du mélange dans la philosophie grecque d'Aristote à Simplicius. Alors, il a fait aussi beaucoup d'autres choses. À la Bibliothèque nationale, il a écrit beaucoup d'autres articles, mais sur d'autres sujets, je lui suis extrêmement reconnaissant d'avoir accepté de participer à ce séminaire sur ce sujet qui rencontre évidemment certaines de ses préoccupations et sujets de travail, mais surtout, je lui suis très reconnaissant d'avoir accepté de participer puisqu'il parle de Tokyo, puisqu'il est maître de conférence à l'Université de Tokyo et qu'il est à l'heure actuelle 21h, un peu plus de 30 à Tokyo. Donc, je le remercie très vivement. Cette séance de séminaire sera enregistrée comme les autres l'ont été et elle fera l'objet d'une publication ou d'une diffusion sur une chaîne YouTube qui sera commune à nos deux initiatives, Sciences de l'Antiquité et Humanité biomédicale. Voilà. Donc, je te remercie beaucoup, Jocelyn Groisard, je vous remercie beaucoup de cette participation et je vous donne immédiatement la parole. Merci beaucoup à David de cette invitation. J'avais travaillé un peu sur les météorologiques, mais je n'avais pas tellement examiné jusque-là l'aspect médical. Et donc, ça m'a beaucoup intéressé. Donc, merci à la fois pour l'invitation et puis pour la suggestion du thème. Je vais partager à l'écran donc, les textes qu'on va lire ensemble. Donc, je commence ma présentation sur l'air comme cause de maladie dans la médecine grecque antique, classification, contamination, prévention. La principale tradition médicale de la Grèce antique, la médecine hippocratique, peut être définie de manière générale comme une médecine environnementale et météorologique. Une telle définition renvoie à l'idée centrale dans la médecine grecque que la santé est un équilibre dans la constitution interne du corps et que la maladie, à l'inverse, est une rupture de cet équilibre due à ce que tel élément, telle humeur ou telle qualité l'emporte sur les autres. Or, le facteur principal de cette rupture de l'équilibre
est très souvent identifié dans la médecine grecque à l'influence du milieu environnant, du temps qu'il fait ou du climat de la région en question. Même s'il n'y a pas en grec de mot correspondant exactement à la notion moderne d'environnement, on peut parler de médecine environnementale au sens où santé et maladie dépendent du jeu complexe d'un double équilibre, équilibre interne du corps et équilibre entre le corps et ce qui l'entoure. Et dans ce qui entoure le corps, ce qui est le plus évidemment propre à le modifier est l'air qu'il respire. On peut donc parler de médecine météorologique au sens où santé et maladie dépendent directement de l'air et de ses variations dans le temps ou dans l'espace. Dans le temps, c'est-à-dire les variations plus ou moins régulières du temps qu'il fait au fil du temps qui passe et des saisons, et dans l'espace, c'est-à-dire les différences de l'air environnant selon le lieu et le climat. L'exemple le plus explicite et le plus connu de cette conception de la médecine est le traité hippocratique R au lieu, qui cherche à établir une relation systématique entre les hommes et leur environnement. La dernière partie du traité est un exposé de la théorie des climats qui explique les différences physiques et même psychologiques entre les peuples d'Europe et d'Asie par leur environnement respectif et en particulier par les caractéristiques des saisons et de leur succession. En Asie, les saisons sont plus douces et moins contrastées qu'en Europe, et cette douceur du climat entraîne la douceur des mœurs, une mollesse dans la constitution physique des corps et dans le caractère des peuples asiatiques. Il est donc essentiel pour un médecin qui arrive dans une ville pour y exercer la médecine de prendre la mesure du lieu. C'est ce à quoi est consacrée la première partie du traité R au lieu, qui examine les maladies correspondant à chaque lieu selon son environnement, et notamment donc, selon l'orientation et l'exposition au vent, selon la qualité des eaux disponibles et selon les variations des saisons. Une théorie du même type se retrouve dans un autre traité de la collection hippocratique, mais dû à un auteur différent, le traité du régime, dont le livre second commence par un exposé sur les régions, sur les vents et sur la manière dont leurs caractéristiques influencent la constitution, donc la santé des êtres vivants. Dans ces traités, le rapport entre environnement et pathologie peut parfois paraître forcé et la description des maladies, des climats et des lieux risque d'être biaisée par le cadre théorique qui a nettement une dimension philosophique, voire idéologique. Toutefois, il serait faux de réduire la notion d'influence de l'environnement à un cadre théorique, philosophique ou idéologique, et donc étranger à la médecine proprement dite. Par exemple, même l'auteur des livres 1 et 3 des épidémies, réputé pour la rigueur et l'authenticité de ses tableaux nosologiques, accompagne la description des maladies qu'il a observées dans la ville de Tassos d'une description tout aussi précise des variations du temps qu'il a fait dans cette ville au fil des saisons. Même si chez cet auteur, le rapport entre climat et maladie n'est pas théorisé explicitement, l'existence d'un tel rapport est fortement suggérée par la succession ou l'entrelacement du tableau météorologique et du tableau nosologique. La météorologie antique, telle qu'elle est représentée notamment par les météorologiques d'Aristote, est beaucoup plus large que la météorologie au sens d'aujourd'hui. Dans la cosmologie aristotélicienne, la météorologie est la science des phénomènes du monde sublunaire, c'est-à-dire des transformations qui affectent les 4 éléments dans la nature autour de nous. La météorologie ne se limite donc pas à l'air et concerne tout aussi bien les autres éléments. Dans la médecine météorologique aussi, différents éléments de l'environnement sont pris en compte, comme le montre déjà le titre même du traité R au lieu. Le traité commence par analyser l'influence des vents sur la santé, donc de l'air, mais plusieurs chapitres sont aussi consacrés aux eaux,
et la fin du traité évoque avec précision le relief et la nature du sol, donc la terre. D'une manière générale, toutefois, l'air apparaît dans la médecine météorologique comme le facteur prédominant. Un cas extrême de cette prédominance de l'air est le traité de la collection hippocratique intitulé Des vents, au sens de flatulence, qui présente une cosmologie où l'air est l'élément souverain, fondant ainsi une médecine où l'air est la cause de toutes les maladies. Généralement, l'étiologie de la médecine environnementale et météorologique est plus subtile et plus complexe que dans le traité des vents, mais il reste que très souvent, l'air est présenté comme un des facteurs principaux ou le facteur principal des maladies. Dans cet exposé, comme l'indique le sous-titre, je vais me concentrer sur 3 aspects du traitement de l'air comme cause de maladie. D'abord, son rôle dans l'établissement de classification des maladies ou des causes de maladies. Ensuite, le rôle de l'air comme vecteur de contamination et les ambiguïtés de la notion de contamination par l'air. Et enfin, je présenterai quelques réflexions des auteurs antiques sur la manière de prévenir les maladies provoquées par l'air et de se prémunir contre elles. L'importance de l'air en tant que cause de maladie dans la médecine de tradition hippocratique apparaît de manière particulièrement nette au début du commentaire de Galien au livre 1 des épidémies d'Hippocrate. Les premières pages de ce commentaire, perdues en grec, sont connues à travers la traduction arabe de Hunayn ibn Ishaq. Galien y établit notamment une classification des causes de maladies. Je cite le texte 1. Donc, les types de toutes les causes qui affectent le corps et y causent des maladies sont au nombre de 3. Le premier type, ce sont la nourriture, la boisson et le reste de ce qu'on avale. Le second type, ce sont les exercices qu'on se donne ou les autres activités. Et le troisième, c'est ce qui rencontre le corps de l'extérieur, comme l'air ou le reste. Dans ce texte, l'air apparaît à la fin de la classification des causes de maladies comme exemple du troisième type de cause. Après le régime et après les activités physiques, notre santé dépend des éléments qui environnent notre corps et notamment de l'air. En l'occurrence, la dernière cause citée n'est pas la moindre. Comme Galien l'explicite quelques lignes plus loin. C'est le texte suivant. Donc, si l'air qui entoure nos corps contient un excès de chaud ou de froid, ou de sec ou d'humide, alors il trouble et corrompt l'équilibre du mélange du corps, équilibre qui constitue la bonne santé. Les autres causes n'ont pas une influence sur tout le monde et leur effet sur le corps n'est pas de ceux qui durent jour et nuit. Seul l'air, contrairement à toutes les autres causes, environne constamment tous les corps et l'on ne cesse de l'absorber par la respiration. Il est donc impossible que, si l'air change, ce changement n'entraîne pas celui du corps. Ici, il s'agit clairement pour Galien de souligner que, parmi les 3 types de causes précédemment cités, l'air est ce qui a l'effet le plus grand, puisqu'il agit sur tout le monde et qu'il agit continuellement et directement sur notre corps. Alors que le régime et l'activité varient d'un individu à l'autre, nous respirons tous, en un lieu donné, le même air. Et jamais nous n'échappons à son influence puisqu'il nous entoure jour et nuit et qu'il entre continuellement dans notre corps par la respiration. Enfin, par ses qualités, il modifie directement le tempérament de notre corps, l'équilibre entre chaud, froid, sec et humide dont dépend notre santé. Le rôle prépondérant attribué par Galien à l'air a diverses implications qui concernent l'étiologie des maladies, mais aussi l'épistémologie médicale et la terminologie des types de maladies. D'abord, du point de vue
étiologique, l'influence de l'air se traduit concrètement par celle de son changement au cours des saisons. Dans la suite du texte, Galien explique que chaque saison influence la quantité des 4 humeurs, sang, bile, flegme et bile noire, de sorte qu'il y a des maladies caractéristiques de chaque saison, selon le tempérament d'humeur, équilibré ou déséquilibré, que chaque saison produit. En plus de cette influence caractéristique de chaque saison, Galien fait place à l'irrégularité du temps qu'il fait, en précisant que si le tempérament de l'air s'écarte du tempérament caractéristique de la saison, le tempérament du corps aussi va varier de manière analogue. Selon Galien, notre santé est donc sensible à la fois à la régularité et à l'irrégularité des saisons. Et dans un texte étonnant de son commentaire à R au lieu, un commentaire qui est perdu en grec mais conservé en arabe, il paraît anticiper les conséquences sanitaires d'un dérèglement climatique en utilisant une analogie avec la musique. Je cite le texte numéro 3. Quand le tempérament intervertit les saisons et que l'hiver est chaud et l'été froid, cela va à l'encontre de notre nature et celle-ci est affectée et affaiblie par ces changements. Les cordes d'un instrument en donnent un exemple. En effet, lorsqu'elles sont fixées dans l'ordre qu'il faut, elles rendent un ton qui réjouit l'auditeur. En revanche, si une corde est à la place d'une autre, par exemple que celle appelée hypathée, qui est celle de l'index, est mise à la place de celle appelée néathée, qui est celle de l'auriculaire, leur ton n'a ni harmonie ni agrément. C'est un exemple qui illustre les saisons et la santé de notre corps selon elle. L'analogie que propose ici Galien suggère que, de même que l'auditeur d'un concert répond par son plaisir à l'harmonie des cordes placées dans l'ordre, de même notre corps répond par sa santé à la succession régulière des saisons, de sorte qu'un dérèglement des saisons affaiblit notre nature et donc risque de favoriser la maladie. Passons au point de vue épistémologique. Lorsque Galien, à la fin du texte du commentaire aux épidémies que j'ai cité tout à l'heure, dit que il est impossible que, si l'air change, ce changement n'entraîne pas celui du corps, cela signifie que la relation de causalité entre changement de l'air et changement du corps est nécessaire. Selon Galien, cette relation nécessaire fonde la possibilité pour le médecin de prévoir, d'après le temps qu'il fait, et donc aussi d'après le climat d'un lieu donné, quelles sont les maladies qui vont se produire. Et puisque le bon médecin comprend le rapport de causalité nécessaire entre l'état de l'air et les maladies, il sait aussi comment les contrecarrer. Par exemple, en adaptant le régime pour équilibrer l'influence de l'air. Cette idée de causalité nécessaire se trouve déjà dans la collection hippocratique. Par exemple, Jacques Joanna, dans son édition d'Air au lieu, a mis en lumière une structure syntaxique récurrente où la proposition subordonnée indique l'orientation de la cité par rapport au vent, alors que la proposition principale formule les conséquences sanitaires de cette orientation avec l'expression grecque ananke, il est nécessaire que. Pourtant, cette question de la nécessité était discutée dans la tradition hippocratique et Galien, dans le commentaire aux épidémies, y revient à plusieurs reprises en s'opposant en particulier au médecin Quintus. De 2 générations antérieures à Galien, Quintus, quoiqu'il n'ait rien écrit, était un médecin d'une réputation considérable à son époque et plusieurs de ses disciples ont été des maîtres de Galien et Galien lui-même le qualifie de meilleur médecin de son temps. Or, selon Galien, Quintus affirme que cela est connu par l'expérience sans raisonnement sur la cause. Donc, cela, c'est l'influence des saisons. L'influence des saisons sur la santé est connue seulement par l'expérience, sans raisonnement sur la cause. Un peu plus loin dans son commentaire des épidémies,
Galien cite à nouveau une théorie de Quintus. Selon Quintus, le pays ne donne aucune indication pour la prévision des maladies et, d'une manière générale, il n'est pas possible de prévoir celles qui vont se produire, mais seulement de connaître que certaines maladies se sont produites du fait que le tempérament naturel des saisons a été corrompu. Le point important ici est que la divergence entre Galien et Quintus ne porte pas sur l'influence des saisons, mais plutôt sur l'épistémologie médicale. Quintus reconnaît bien le lien causal entre le tempérament saisonnier et certaines maladies, mais ce qu'il conteste, c'est d'une part qu'on puisse connaître ce lien causal autrement que par l'expérience, c'est-à-dire qu'on puisse se doter d'une théorie qui rende compte rationnellement du rapport entre la saison et la maladie. D'autre part, Quintus conteste que ce lien causal soit nécessaire et qu'on puisse prévoir quelles maladies vont se produire en un lieu donné. Selon lui, même si l'on connaît le climat du lieu, cela ne donne aucune indication et on ne peut connaître les maladies qu'une fois qu'elles sont apparues. La thèse de l'influence de l'air se prête donc à deux interprétations épistémologiques opposées concernant ce que connaît le médecin et comment il le connaît. Selon l'interprétation minimaliste de Quintus, le médecin connaît seulement par l'expérience les maladies saisonnières qu'il a observées, mais ne peut pas prévoir celles qui vont arriver. Au contraire, selon l'interprétation maximaliste de Galien, le médecin connaît aussi par la raison les causes des maladies saisonnières et peut par conséquent prévoir à partir de ces causes les maladies à venir, les maladies qui vont s'en suivre nécessairement. Une objection à l'influence nécessaire de l'air serait que tout le monde ne tombe pas malade, même en respirant le même air. Galien prend en compte cette objection au début de son commentaire aux épidémies et il répond que le corps de chacun réagit différemment selon sa nature, son âge, ses activités et son régime. Néanmoins, malgré cette variabilité, les maladies dues à l'air qui nous environnent tous et que nous respirons tous tendent à affecter un grand nombre de gens en même temps. Quand beaucoup de gens ont la même maladie en même temps, il s'agit d'une épidémie. En grec, épidémia, qui est le mot du titre du traité d'Hippocrate commenté par Galien. Le sens de ce mot en grec ne va pas de soi et Galien, dans son commentaire, doit donc commencer par le définir, d'abord étymologiquement. Hippocrate a nommé ce livre Épidémie, car la plus grande partie de ce dont il y traite concerne les maladies appelées épidémia, ce qui signifie visite, c'est-à-dire la même maladie affectant au même moment un grand nombre de gens. Puis, Galien continue son explication du mot épidémie par une distinction avec les endémies. La différence entre ces maladies et les endémies est que les épidémies, même si elles affectent un pays donné, ne l'affectent que par une cause accidentelle, alors que les endémies sont des maladies qui frappent les gens du même pays continuellement, de sorte qu'elles sont comme les compagnes des gens du pays qu'elles affectent. Épidémie et endémie ont donc en commun de toucher un grand nombre de malades, mais les endémies sont locales, c'est-à-dire qu'elles sont liées à la nature du lieu et y sont constamment présentes, alors que les épidémies arrivent ponctuellement par une cause accidentelle. Il y a aussi des maladies sporadiques qui affectent les malades individuellement par une cause qui leur est aussi particulière. L'influence de l'air est au fondement de cette classification des maladies en maladies endémiques, maladies épidémiques et maladies sporadiques. En effet, l'air est présenté par Galien comme la cause principale de ce qu'il appelle les maladies générales, regroupant ainsi endémie et épidémie. C'est le texte 7. Les maladies générales
arrive par l'ensemble de ces causes. L'ensemble de ces causes, ce sont les 3 causes mentionnées dans le premier texte, hein, nourriture et boisson, exercice et air. Mais la plupart d'entre elles résultent de l'état de l'air environnant les corps. Endémie et épidémie se produisent donc dans les 2 cas à cause de l'air, mais les endémies résultent du climat habituel du lieu, alors que les épidémies résultent d'une perturbation inhabituelle de ce climat qui fait qu'une maladie vient visiter, c'est le sens du mot épidémie, une maladie vient visiter un pays ou un peuple qu'elle n'affecte pas d'habitude. Jusqu'ici, l'influence de l'air a été considérée dans son rapport avec le tempérament du corps et dans la variation saisonnière de ce rapport. Ce n'est pas que l'air soit nocif en soi, mais son tempérament variable selon les saisons provoque des maladies, soit par ce tempérament caractéristique, soit par la perturbation de ce tempérament caractéristique. Dans la deuxième partie, je vais à présent considérer l'idée que l'air puisse être en lui-même nocif et par là cause ou vecteur de maladie. Bien que ces 2 sortes d'influence de l'air, influence de sa variabilité saisonnière et influence nocive intrinsèque, puissent sembler bien différentes, il y a une continuité entre elles dans la médecine hippocratique. Prenons comme exemple le traité hippocratique de la nature de l'homme. L'auteur y expose la théorie des 4 humeurs et de leurs variations saisonnières, donc de l'influence des saisons sur les maladies. Je cite le texte 8 donc, du traité de la nature de l'homme. Chacune des maladies domine dans le corps à la saison qui lui est la plus conforme par sa nature. Donc, chaque saison, par son tempérament caractéristique, modifie la proportion des humeurs et accentue les maladies qui résultent de ce type de tempérament. Puis, l'auteur établit le rapport entre les épidémies et l'air. Lorsque les maladies sont diverses, il faut chercher la cause du côté du régime des individus, mais, je cite, « Lorsque beaucoup de gens sont touchés en même temps par une seule et même maladie, il faut en rapporter la cause à ce qui est le plus commun et à ce dont nous avons l'usage le plus partagé. Or, il s'agit de ce que nous respirons. Dans ce cas-là, si autant de gens tombent malades de la même manière en même temps, c'est que l'air est nocif en soi, comme Hippocrate l'explicite un peu plus loin. Je cite, « Lorsque s'installe une épidémie d'une seule et même maladie, il est clair que ce ne sont pas les régimes qui sont en cause, mais que la cause est ce que nous respirons. Et il est clair qu'il fait souffrir parce qu'il contient l'exhalaison nocive. » Dans l'édition de référence de ce texte, qui est celle de Jacques Jouanna, l'expression « il contient l'exhalaison nocive », en grec « noceren ten apokrysin ekon », est rendue par « il contient le germe pathogène », une traduction que Viviane Nutton qualifie de merveilleusement anachronique, car l'expression germe pathogène, en effet, semble projeter sur la médecine antique les notions modernes de maladies infectieuses et d'agents pathogènes. Mais même si cette traduction risque l'anachronisme, elle a pour intérêt de mettre en relief le second type d'influence de l'air. L'air n'agit pas seulement par ses variations de tempérament, il peut devenir en soi-même nocif. Cette idée se retrouve à la page suivante du texte d'Hippocrate lorsqu'il explique comment remédier à l'influence du mauvais air. Il faut veiller à ce que le flux de l'air entrant dans le corps soit le plus réduit et le plus étranger possible à la maladie, en s'éloignant, si possible, des lieux de la région où la maladie s'est installée. Dans l'expression « étranger à la maladie », les mots « à la maladie » sont ajoutés par moi dans la traduction. Le grec dit seulement « le flux de l'air le plus étranger possible », xeinotate. Jacques Jouanna traduit ici par « l'air le moins contaminé possible ». Puis, dans la phrase suivante, il traduit les lieux où la maladie s'est installée par « les endroits infestés par la maladie ». Là encore, même si le vocabulaire de l'infection peut sembler anachronique,
il met en relief l'idée que l'influence de l'air peut prendre la forme d'une contamination contre laquelle on ne peut lutter qu'en réduisant l'influx de mauvais air et en fuyant les lieux contaminés. Si chez Hippocrate, il y a une continuité apparente entre l'influence de l'air en général et l'influence de l'air contaminé, Galien s'est efforcé, dans son commentaire à ce passage du traité de la nature de l'homme, d'établir une distinction entre les deux cas. Je cite: souvent, d'un côté, des exhalaisons provenant de marais, de marécages, d'étangs ou d'une terre de ce genre deviennent cause de ce genre de maladie. Et parfois, d'un autre côté, c'est seulement le tempérament des saisons. Galien distingue clairement ici le cas de l'air contaminé et celui de l'influence de l'air selon le tempérament de chaque saison. Et, dans la suite du texte, il entreprend de clarifier la distinction en commentant la méthode de traitement proposée par Hippocrate, c'est-à-dire réduire la respiration ou alors s'en aller dans un autre endroit. D'un côté donc, dit Galien, dans le cas des exhalaisons, qui lèsent les corps plutôt par une particularité de toute la substance et non par une qualité simple, Hippocrate a correctement écrit le traitement en le rapportant à deux buts, le changement de lieu et l'usage d'une respiration réduite. Mais de l'autre côté, dans le cas où les corps sont endommagés par une qualité, il n'y aura pas seulement traitement des maladies déjà arrivées, mais aussi prévention pour qu'elles ne se déclarent même pas du tout. Cela grâce aux qualités contraires. Par exemple, grâce à ce qui refroidit si le corps est endommagé par un excès de chaleur, ou bien grâce à ce qui réchauffe si c'est par le froid. Galien établit ici plusieurs différences entre les deux types d'influence de l'air. D'abord, du point de vue causal, l'air contaminé agit par une particularité de toute la substance, c'est-à-dire qu'il possède une action nocive globale qui ne se laisse pas analyser, alors que le tempérament saisonnier de l'air agit par une qualité simple, par exemple un excès de chaleur ou de froideur. Ensuite, deuxième distinction, du point de vue du traitement, l'action globale de l'air contaminé ne se laisse pas contrecarrer et la seule solution est d'éviter la cause, soit en se déplaçant, soit en réduisant la quantité d'air inspiré. Alors qu'au contraire, le tempérament déséquilibré de l'air se laisse analyser et donc compenser par un régime, une activité ou un médicament qui s'oppose à la qualité de l'air, à la qualité en excès. Comme dans la controverse avec Quintus qu'on a vu tout à l'heure, Galien insiste sur la capacité d'anticipation du médecin, qui peut non seulement réparer le déséquilibre, mais aussi le prévoir et empêcher qu'il n'arrive. Pour Galien, cet art de la prévention et du traitement est la part principale de la médecine d'Hippocrate. Donc, le cas de l'air contaminé, qui échappe à cet art et ne laisse qu'une stratégie d'évitement, est en fait un cas beaucoup plus particulier. L'influence du tempérament de l'air sur le tempérament corporel se fait sentir toujours et partout, alors que celle de l'air contaminé se limite, selon Galien, à des lieux malsains comme les marais ou les lieux caroniens qu'il a mentionnés un peu avant dans son commentaire. Je cite: souvent, le dommage provient seulement de l'air lors de la respiration, comme dans les lieux appelés caroniens. Ces lieux caroniens sont probablement des solfatares aux émanations toxiques qu'on identifiait à l'entrée des enfers et qu'on associait par conséquent à Charon, le nocher des enfers. L'idée que l'air peut en soi devenir malsain et que les marais en particulier dégagent un air pestilentiel qui cause des maladies relève de la simple observation et on la retrouve par conséquent chez les auteurs antiques bien au-delà de la littérature médicale. Le chercheur italien Federico Borca a consacré toute une série de recherches très intéressantes à la représentation des lieux marécageux dans la littérature grecque et latine, que ce soit chez les historiens, les poètes ou les philosophes. Mais
la large diffusion de l'idée d'air contaminé n'empêche pas que la nature de cette contamination reste assez mystérieuse, hein. On vient de voir que Galien reste plutôt vague, mentionnant une particularité de toute sa substance, mais sans expliquer comment l'air malsain agit ainsi par une sorte de puissance globale inanalysable. La question qui se pose en particulier est de savoir si cet air malsain est lui-même cause de la maladie ou bien s'il est plutôt le vecteur de quelque chose d'autre qui cause la maladie. Et prenons comme exemple la peste qui a frappé Athènes à partir de moins 430, sans doute l'épidémie la plus célèbre de l'Antiquité, en raison de la description qu'en a faite l'historien Thucydide. Thucydide qui signale notamment la disparition des oiseaux pendant l'épidémie. Un médecin de la tradition hippocratique, Rufus d'Éphèse, semble faire référence à cette disparition des oiseaux lorsqu'il dit, à propos de la peste, « Le médecin compétent anticipera l'arrivée de la peste en prêtant attention aux saisons qui sont néfastes et à la mort préalable des animaux. » Excusez-moi, des oiseaux. Hein, ici, il y a une erreur dans le texte, des oiseaux. Ah, excusez-moi, des animaux, c'est ça. En effet, si l'air qui nous entoure devient cause de la peste, il y aura d'abord la mort de tous les oiseaux et autres animaux ailés. La mort des habitants de l'air apparaît ici comme le signe préalable d'une épidémie, que le médecin peut anticiper d'ailleurs par l'observation des saisons. Donc ici, on reste dans le cadre d'une médecine météorologique où c'est l'air lui-même qui devient nocif. Mais il y a d'autres traditions où l'air apporte la maladie, non parce qu'il est nocif en lui-même, mais parce qu'il est plutôt le vecteur de quelque chose de nocif. Dans son traité sur l'agriculture, Varron, par exemple, explique pourquoi l'air des marais est malsain. Je cite un. Dans les marais croissent des sortes d'animalcules, animalia quaedam minuta en latin, que les yeux ne peuvent pas voir et qui, à travers l'air, pénètrent dans le corps par la bouche et les narines et provoquent des maladies graves. Selon un autre agronome latin, Columelle, un marais est malsain parce que, je cite, un marais dégage un poison nocif et engendre des bestioles armées de méchants dards qui nous assaillent en essaims très denses, ce sont les moustiques, et parfois même, il en sort en nageant ou en rampant des bestioles à cause desquelles on contracte souvent des maladies inconnues dont même les médecins ne peuvent pas percer les causes. Le mot latin virus employé par Columelle n'a pas le sens moderne d'agent pathogène, mais signifie une puanteur nocive, un miasme, donc il renvoie à l'idée d'air malsain, combiné ici à la présence de bestioles qui causent des maladies. Donc l'air est ici à la fois cause et vecteur de maladies. L'exposé le plus clair de l'idée que l'air est le vecteur de quelque chose de nocif qui cause la maladie est la description de la peste d'Athènes par le poète épicurien Lucrèce à la fin du De Natura Rerum. Je cite, « J'ai expliqué plus haut que beaucoup de choses contiennent des germes qui sont pour nous vitaux, et nécessairement, beaucoup volent à travers l'air qui, à l'inverse, causent mort et maladie. Lorsqu'un hasard malheureux fait que ces derniers se rassemblent et troublent le ciel, il en résulte un air morbide. » Selon Lucrèce, l'air morbide, morbidus aer, tient à la concentration en lui de germes séminins, de germes nocifs. Comme virus chez Columelle, le mot germe se prête à une interprétation anachronique en termes d'agents pathogènes, mais il faut comprendre que le mot latin semina désigne simplement dans le vocabulaire philosophique de Lucrèce les atomes du système épicurien, dont certains ont effectivement une action pathogène. Identifier la cause de la maladie à des atomes véhiculés par l'air ou par les malades eux-mêmes
permet à Lucrèce de rendre compte de certains aspects de la description de Thucydide, comme l'origine africaine de l'épidémie, la surmortalité des médecins au contact des malades ou la transmission de la maladie entre proches. Alors que la notion d'air malsain faisait interpréter l'épidémie comme une contamination simultanée mais indépendante de chacun des malades par l'air, l'idée que l'air véhicule des atomes nocifs qui sont cause de la maladie permet ainsi à Lucrèce de passer de la notion de contamination à celle de contagion. Je cite, « À aucun instant, la contagion du mal avide ne cessait de passer des uns aux autres. » En latin, donc ex aliis alios. En latin, la préposition ex, à partir de, indique que la maladie affecte les uns à partir des autres. Donc la maladie n'est plus, comme dans la médecine hippocratique, un défaut d'ajustement du corps du malade à son environnement, mais elle a sa réalité dans les corps qui la causent, dans les atomes qui la causent, et des atomes qui sont capables de se déplacer d'un pays à l'autre ou d'un malade à l'autre. Si l'air est une des principales causes de maladie, que ce soit par son tempérament saisonnier, par sa nature toxique ou en tant que vecteur de quelque chose de nocif, il faut s'efforcer non seulement de guérir les maladies qu'il cause, mais aussi de les prévenir. Et comme l'air est l'élément principal de notre environnement, les auteurs anciens ont réfléchi à la manière de prémunir les installations humaines contre l'influence pathogène de l'environnement. Une première stratégie pour minimiser l'influence potentiellement malsaine de l'environnement est de choisir un emplacement le plus sain possible. La question du choix de l'emplacement se pose à la fois à la campagne, lorsqu'on établit une ferme, et pour une ville, quand on choisit le site où la fonder. Les auteurs de traités agronomiques que j'ai cités tout à l'heure, Varron et Columel, donnent ainsi des conseils sur l'emplacement optimal d'une installation agricole. Dans les passages cités tout à l'heure, nous avons vu comment ils mettent tous les deux en garde contre le voisinage malsain de marécages. Dans le traité de Varron, qui a la forme d'un dialogue, le personnage de Fundanius demande à Scrofa, donc, qui vient de faire cette mise en garde contre les marées, « Que pourrais-je faire si un terrain de ce genre m'échoit en héritage pour éviter les dommages de la pestilence ?» L'un des interlocuteurs, Agrius, offre sur un ton ironique une réponse radicale. « Vends-le, fût-ce à vil prix, et si tu ne trouves pas acheteur, abandonne-le. » Autant dire qu'il n'y a rien à faire pour éviter l'influence d'un air malsain et que la seule solution est de chercher un autre emplacement. Mais Scrofa n'est pas si pessimiste et il propose d'autres stratégies. Je cite, « Il faut éviter d'orienter la ferme du côté où souffle d'habitude le vent le plus nocif et construire non dans un vallon creux, mais autant que possible sur un lieu élevé qui, étant bien ventilé, disperse plus aisément tout ce qui pourrait être apporté de mauvais. » Il est donc possible de contrecarrer un environnement malsain par l'orientation des bâtiments ou en choisissant un emplacement où l'air circule bien, ce qui disperse les émanations nocives. Le traité de Columel recommande aussi de construire dans une région saine. Quand on entreprend la construction, il faut l'établir dans une région saine et même dans la partie la plus saine de cette région, car un air corrompu, lorsqu'il nous entoure, apporte à nos corps les causes d'une foule de dommages. Concernant les marais, Columel semble plus pessimiste que Varron et considère que leurs environs sont à éviter absolument, non seulement pour les raisons sanitaires qu'on a déjà vues, les moustiques, les bestioles qui causent des maladies, mais aussi parce que l'humidité continuelle fait rouiller le matériel et endommage les récoltes. Donc en résumé, face à un environnement malsain, le mieux reste de s'installer ailleurs. Cette stratégie d'évitement se retrouve pour la fondation d'une ville.
Dans le De Architectura de Vitruve, le premier thème traité au livre 1, donc après l'introduction générale de l'ouvrage, est celui de la construction des murs de la ville, et donc du choix de son emplacement. Or, le premier principe, selon Vitruve, est le choix d'un lieu extrêmement saint. Pour cela, ajoute Vitruve quelques lignes plus loin, je cite, « On évitera le voisinage d'un marécage, car lorsque les brises matinales parviendront avec le soleil levant à la ville en se mélangeant aux brumes qui se forment, par leur souffle, elles répandront sur les corps des habitants les effluves toxiques des bestioles du marais mêlés à la brume et rendront ce lieu malsain. » Dans ce passage, l'air est à la fois ce qui est dangereux, donc les effluves toxiques du marécage, et l'air est aussi ce qui transporte les éléments nocifs jusqu'à la ville, c'est-à-dire les brises matinales. Puisque l'architecture urbaine s'inscrit forcément dans un environnement naturel, le premier des principes de l'architecture est, selon Vitruve, de s'assurer que les habitants respirent un air sain, et donc d'éviter tout simplement un environnement malsain. Vitruve semble donc rejoindre la stratégie radicale d'Agrius chez Varron. Si un lieu est malsain, mieux vaut tout simplement ne pas s'y établir. Cette stratégie radicale semble confirmée par un épisode historique que Vitruve relate en conclusion du même chapitre au sujet de l'ancienne ville de Salapia dans les Pouilles, qui avait été fondée dans un endroit malsain. Je cite, « À cause de cela, les habitants souffraient sans cesse de maladies. Finalement, ils se rendirent auprès de Marcus Hostilius et, lui adressant une demande publique, ils obtinrent qu'il recherche et choisisse un lieu adéquat pour y déplacer leurs murailles. Celui-là ne tarda pas et, aussitôt, par les calculs les plus judicieusement pensés, il acheta une propriété près de la mer, dans un endroit saint, et demanda au Sénat et au peuple romain qu'il leur soit permis d'y déplacer leur ville. Puis, il établit des murailles, divisa des lots de terre et en transféra la propriété à chaque citoyen contre une somme modique. Après quoi, il ouvrit le lac vers la mer et en fit un port pour la ville. C'est ainsi qu'aujourd'hui, les habitants de Salapia habitent à 4 milles de distance de leur ancienne ville, dans un lieu saint. » Les derniers mots du chapitre, in salubri loco, rappellent le premier principe d'une fondation urbaine, choisir un environnement sain, principe si important que, s'il n'est pas respecté, il peut être nécessaire de déplacer la ville, c'est-à-dire en fait de l'abandonner pour la refonder dans un autre lieu plus sain. L'évitement des lieux malsains n'est cependant pas la seule stratégie d'adaptation à l'environnement, car il est possible, dans certains cas, de neutraliser un environnement malsain. Vitruve donne pour exemple plusieurs villes de Gaule cisalpine dans le nord de l'Italie et en particulier Ravenne. Je cite, « Si les murailles sont construites dans des marais, de telle sorte que ces marais jouxtent la mer, qu'ils soient orientés au nord ou au nord-est et qu'ils soient plus élevés que le bord de mer, donc ça c'est une description du site de Ravenne, on pourra considérer qu'elles y sont construites à raison. En effet, en creusant des fossés, un accès est ménagé à l'eau vers la côte et la mer, lorsqu'elle est gonflée par les tempêtes, déborde vers les marais et ne permet pas, à cause des mouvements qui l'agitent et du mélange d'eau salée, que naissent là les espèces de bestioles des marais, tandis que celles qui descendent des lieux plus élevés en nageant sont tuées en arrivant au rivage par la salinité dont elles n'ont pas l'habitude. L'aménagement proposé ici par Vitruve, à l'exemple de Ravenne, combine un dispositif artificiel, à savoir le creusement de canaux reliant les marais à la mer, et des phénomènes naturels d'écoulement, du marais vers la mer et de la mer vers les marais. L'influence toxique du marais semble ici attribuée, comme on l'a vu chez Varron et Columel, à des bestioles nuisibles qui sont éliminées
à la fois par les mouvements de circulation de l'eau qui empêchent l'eau de stagner et par la salinité de l'eau de mer. Ravenne a aussi été décrite à peu près à la même époque que Vitruve par le géographe grec Strabon, qui précise que la circulation des eaux par laquelle est amendé un site en principe malsain fait intervenir également le flux des marées hautes et s'effectue à travers la ville elle-même. Je cite, la plus grande ville des marais est Ravenne, toute bâtie sur pilotis et traversée de canaux, et où l'on chemine par des ponts ou des bacs. Lors des marées hautes, elle reçoit une quantité non négligeable d'eau de mer, si bien que toute la fange est lavée à la fois par ces marées et par les rivières, ce qui remédie à l'air vicié. L'exemple de Ravenne montre bien que la forme d'urbanisme adoptée, en l'occurrence donc une ville de canaux montée sur pilotis avec un système de transport par bac, offre une autre solution que l'abandon d'un site promis par la présence des marées à un air contaminé. On pourrait s'inquiéter de la pérennité de cette installation sur pilotis de bois en plein marais et du risque de décomposition du bois dans l'eau, mais une nouvelle fois, il faut revenir à Vitruve, qui, dans un passage où il présente les caractéristiques des différents types de bois, fait l'éloge des qualités du bois d'aulne. Je cite, fixé en pilotis à petits intervalles sous les fondations des bâtiments dans les lieux marécageux, le bois d'aulne a une durée de vie éternelle. Or, c'est toujours Ravenne qui sert d'exemple. Je cite, c'est à Ravenne que cela s'observe le mieux, car là, tous les ouvrages publics comme privés ont sous leur fondation des pilotis de cette espèce. C'est donc non seulement un certain type d'architecture, mais aussi un certain type de matériaux de construction qui permet à la ville de s'établir durablement dans un lieu qui devrait être malsain. Ce type de réflexion sur la forme urbaine, qui permet de rendre la ville plus saine en neutralisant les effets pathogènes de l'environnement, n'est pas propre aux traités d'agronomie, d'architecture ou de géographie, mais existait au sein même de la littérature médicale. Les collections médicales d'Oribase, qui sont une anthologie d'extraits de Galien et d'autres médecins grecs, conservent au livre 9 une série de textes relatifs à l'air et à son influence sur la santé. L'un de ces textes, dû au médecin Sabinus, un commentateur d'Hippocrate un peu antérieur à Galien, explique ainsi précisément comment dessiner le plan d'une ville pour la rendre la plus saine possible en assurant une circulation optimale des vents. C'est le dernier texte. Dans une cité, lorsque les rues sont toujours parallèles entre elles, à la fois en longueur et en largeur, que celles qui sont dans la même direction sont orientées les unes droit vers l'ouest et l'est, les autres vers le nord et le sud, que toutes coupent la totalité de la ville, les unes dans toute sa longueur, les autres dans sa largeur jusqu'à ses limites, sans qu'aucune n'ait le moindre édifice en son milieu pour faire obstacle, et chacune ayant dans son prolongement des routes droites et dégagées jusque loin dans les faubourgs, elles rendront la ville bien aérée et lui donneront une atmosphère bien ensoleillée, propre et bien ouverte au vent, puisque les vents du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, qui sont les plus importants et les plus réguliers, s'écoulent facilement à travers les rues disposées droit vers eux. Et, comme ils n'ont rien qui s'oppose à leur écoulement, les vents peuvent traverser la ville sans exercer d'effet violent. En effet, les vents, lorsque rien ne les entrave, passent sans qu'on s'en aperçoive. Pour autant, ce n'est pas sans effet qu'ils traversent la ville, car ils en purifient l'atmosphère, emportant les fumées de la ville, la poussière et toutes les exhalaisons. Ce n'est ici que la première partie d'un texte assez long qui décrit ensuite les tourbillons chaotiques que les vents produisent dans une ville ayant un plan irrégulier. Pour Sabinus, le plan idéal est un plan orthogonal, orienté selon les points cardinaux, avec de longues rues droites traversant toute la ville et les faubourgs et sans monument pour faire obstacle.
Le but de ce plan étant d'assurer une circulation optimale des vents en évitant de les bloquer et en les utilisant pour purifier l'air de la ville. On retrouve dans cette forme quasi abstraite de ville la recommandation de Varron de placer le corps de ferme sur une hauteur bien aérée, ou encore l'éloge que Vitruve et Strabon faisaient de la circulation de l'eau dans les marais de Ravenne. Prévenir l'influence pathogène de l'environnement, c'est avant tout intégrer les installations humaines dans un système de circulation harmonieuse des éléments naturels. Je conclus donc. Le rôle de l'air comme cause de maladie dans les conceptions médicales de l'Antiquité, c'est une question qui est difficile à cerner exhaustivement parce qu'en fait, elle est omniprésente et relève pour les anciens de l'évidence. Qu'il s'agisse de l'influence ordinaire des saisons, de l'influence du temps qu'il fait, celle du climat local ou encore celle de l'air malsain, dont le lieu par excellence est le marécage. Comme on l'a vu, ces idées non seulement dominent la principale tradition médicale de l'Antiquité, la médecine hippocratique, mais on les retrouve dans la littérature technique sur l'agronomie, sur l'architecture, dans la géographie, et on pourrait donner d'autres exemples chez les historiens et les philosophes. L'influence de l'environnement ne se limite pas non plus à l'air, et on pourrait poursuivre avec notamment l'eau et la terre, même si l'air joue le rôle par excellence d'environnement, dans la mesure où précisément il nous environne et véhicule à distance par la circulation des vents les exhalaisons des autres éléments. Par exemple, les miasmes des eaux stagnantes ou les émanations des solfatares souterraines. Là où la médecine moderne a eu tendance à ontologiser la maladie en l'identifiant à des agents pathogènes, et là où la modernité redécouvre à présent l'importance de l'environnement naturel pour notre santé, dans l'Antiquité, c'est plutôt l'inverse. Même si certaines théories, comme l'atomisme épicurien, esquissent les notions de contamination, voire de contagion, l'idée la plus communément partagée reste celle de l'influence de l'environnement sur nous et des conséquences sanitaires évidentes de la variation du climat ou de la qualité de l'air que nous respirons. Ce qui répond à cette évidence que notre santé dépend de l'environnement est la nécessité de prendre l'environnement en compte dans les installations humaines, qu'elles soient agricoles ou urbaines. Mais là encore, la logique est inversée par rapport à l'époque moderne. Là où aujourd'hui le contrôle de la nature poussé à l'extrême se retourne en conséquences sanitaires catastrophiques, qu'on se représente parfois comme une sorte de punition, voire de vengeance de la nature, et dont on tire une volonté de préserver la nature, dans l'Antiquité, c'est la préservation de la santé qui est le point de départ, dont on tire la nécessité d'une adaptation à l'environnement. Et les stratégies d'adaptation ne consistent pas à dominer la nature, à dominer l'environnement, mais plutôt à s'y soumettre, à s'y intégrer le mieux possible en s'insérant dans les circuits de circulation naturelle des éléments. Comme on l'a vu, la stratégie fondamentale est celle de l'évitement, c'est-à-dire de la sélection d'un environnement sain et même au besoin de l'abandon d'un environnement malsain. Et même dans les cas d'aménagement réussi de l'environnement, comme à Ravenne, on remarque qu'il ne s'agit pas de contraindre la nature ou de bloquer quoi que ce soit, mais au contraire de favoriser la circulation de l'eau à travers la ville, tout comme Sabinus entend favoriser la circulation de l'air dans les rues par le plan orthogonal de sa ville idéale. Il se dégage de l'ensemble de ces stratégies une conception dynamique de la santé individuelle et de l'hygiène publique. De même que la santé individuelle dépend d'un ajustement constant entre le tempérament corporel et le tempérament extérieur de l'air au fil des saisons, de même, la salubrité des installations humaines dépend de leur capacité à s'intégrer harmonieusement au flux constant des éléments dans l'environnement. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup de votre attention.
J'ai été un petit peu plus long peut-être que ce qui était prévu. Excusez-moi. Merci beaucoup, Jocelyn Groissard, pour cette magnifique, extrêmement riche présentation. C'était vraiment extrêmement intéressant ce que vous avez dit sur la double conception de l'air mauvais en lui-même, ou bien porteur de miasme, ou bien la différence entre contamination et contagion, ou bien les différentes, enfin, les oppositions que vous avez brossées à la fin en conclusion entre la prise en compte dans l'environnement hier et aujourd'hui. C'est extrêmement riche. Merci beaucoup. Nous allons, bon, il est presque 3 heures, plus de 3h30, mais nous pouvons prendre du temps pour vous poser des questions. Je vais donner la parole aux participants de cette réunion, et peut-être en particulier à Sébastien Denis, mais tous ceux qui veulent poser des questions sont les bienvenus. Laure, voilà. Je laisse la parole à... Oui, je veux bien Claire. intervenir. Oui. Merci beaucoup, Jocelyn, pour votre présentation qui m'a beaucoup intéressée. En fait, j'avais plusieurs questions, mais en particulier, donc, quand vous avez évoqué la notion d'exhalaison nocive et précisé que cette notion avait été traduite, je crois que c'est par Johanna, c'est ça, par germe pathogène. La question que je me posais, c'était en fait, est-ce que il y a quand même pas un problème dans le fait que par germe pathogène, on entend quand même quelque chose qui, enfin, disons, la question que je me posais, c'était est-ce que dans cette notion d'exhalaison, il n'y a pas aussi quelque chose qui serait en lien avec ce à quoi vous avez fait référence à la fin, à savoir l'idée de vapeurs nocives qui viennent de la zone souterraine. Et du coup, dans ce cas-là, traduire par germe pathogène, ça serait vraiment problématique parce que c'est pas quelque chose qui vient du corps, c'est quand même quelque chose qui vient de l'environnement. Donc, les liens entre ce qui se passe sous la Terre et ce qui se passe sur la Terre, enfin, est-ce que ça joue pas aussi un rôle ici dans cette théorie dans cette notion d'exhalaison nocive, ou est-ce que je me trompe complètement? Si, je pense que vous avez raison. D'ailleurs, en fait, effectivement, je pense que dans ce contexte, les exhalaisons, il y a un certain arrière-plan, en fait, qui est celui aussi des météorologiques d'Aristote, Ouais. où en fait, toute la météorologie d'Aristote est construite sur la théorie de double exhalaison, hein. Il y a une exhalaison humide qui vient de l'eau et une exhalaison sèche qui vient de la terre. Donc avec un système où les éléments sont liés entre elles, en fait. L'air contient des exhalaisons qui viennent des autres éléments, qui viennent de l'eau, qui viennent de la terre. Et je pense que ce type de théorie de l'exhalaison, même si on ne le retrouve pas à l'identique dans les textes médicaux, était un peu à l'arrière-plan, en fait. C'était un peu diffusé comme ça même aussi dans les théories médicales. Et donc, bon, moi, j'ai un petit peu essayé de défendre, comment dire, pas vraiment la traduction de Johanna, mais plutôt l'intérêt de cette traduction pour souligner la différence, disons, entre influence du tempérament de l'air, enfin l'influence habituelle du tempérament de l'air, et puis la notion d'air mauvais. Mais c'est vrai que je pense que c'est sans doute une traduction qui vaudrait mieux éviter, en fait, plutôt pour aller du côté d'une exhalaison qui vient soit de la terre, effectivement, donc un peu analogue à celle des solfatares, tout ça, ou alors ou aux exhalaisons qui viennent de l'eau, en particulier des eaux stagnantes. Voilà, donc, moi, j'ai essayé un petit peu d'insister surtout sur l'air, parce que c'était le sujet. Mais en fait, il y a vraiment une sorte de système dynamique où les éléments sont liés entre eux et où l'air véhicule, enfin l'air qui devient mauvais, c'est en fait souvent parce qu'il véhicule quelque chose qui vient des autres éléments, en fait, qui vient de l'eau stagnante ou qui vient de la terre. Et j'avais juste une autre petite question, c'était de savoir si parmi les textes de l'Antiquité, à aucun moment est-ce qu'il est fait référence à une possible influence
de l'air, alors dans les deux sens que vous avez indiqués, que ce soit en un sens géographique ou en un sens plus temporel, donc les variations du climat, sur la santé mentale, en fait, sur les maladies de l'esprit. Euh, ben, je Sur sais, l'humeur au je- sens, vraiment le euh, tempérament plus au sens moral, quoi. dans les, dans les textes que j'ai vus, je pourrais pas vraiment dire que ça n'existe pas parce que ce serait un petit peu imprudent de ma part, mais c'est vrai que dans le dossier, dans les articles que j'ai pu consulter, j'ai pas trop, non, j'ai pas souvenir de ce type de ce type de réflexion. En Parce que même par temps, exemple, je sais que quand vous avez parlé d'éviter des lieux malsains, je me suis demandé si, par exemple, il pouvait aussi être fait référence à la vertu thérapeutique du voyage. Parce qu'il y a effectivement la question de où on habite, mais il y a aussi éventuellement, enfin en tout cas ça sera le cas à l'époque moderne, l'idée qu'on peut échapper à l'air malsain en se déplaçant, en voyageant, pour trouver un air oui, qui va être plus bénéfique. oui, non, j'ai pas vraiment vu. Chez Lucrèce, il y a un texte qui explique plutôt l'idée opposée, c'est-à-dire que quand on voyage, en fait, on tombe malade parce qu'on D'accord. arrive dans un climat auquel on n'est pas habitué. Il y a un texte assez long de Lucrèce là-dessus. Mais Ok, merci beaucoup. oui. Merci beaucoup. Je donne la parole à Catherine Darbo-Péchanski. Ah, je vous entends pas. Est-ce que... Je ne Ah, m'étais pas oui. donné la parole. Euh, oui, à propos de la notion d'environnement, dont vous avez dit au départ qu'il fallait l'utiliser avec précaution parce que ça ne correspondrait pas exactement à ce que nous entendions par là. Euh, je me permets de signaler que dans les airs, les eaux et les lieux, dans ce qu'on appellerait aujourd'hui l'environnement, les médecins font entrer comme facteur causal le régime politique. Et là, la formule, enfin, je n'ai pas le texte sous les yeux, mais c'est une des causes de la constitution physique ce qui disparaît complètement chez Aristote. C'est dire que cette notion d'environnement est extrêmement large. Hein, donc, je suis bien d'accord avec vous. Deuxième chose, l'idée d'un tempérament de l'air, c'est la façon sans arrêt qu'a Galien de prendre Hippocrate et de le tordre pour le faire coïncider avec ses propres notions. Bon, la crassisse de l'air, chez les hippocratiques, ça n'apparaît pas. Alors, ma question, en revanche, est la suivante. C'est un étonnement. Quand Aristote détermine les caractères des diverses populations réparties sur l'oïkoumène, il donne très peu de place, me semble-t-il, à l'air, sauf à Borée, ce qui est très traditionnel, le vent du nord et le vent chaud. Mais on dirait que ces questions autour de l'air disparaissent dès lors qu'il s'agit de penser le rapport des populations à leur lieu d'habitation. Alors, je voudrais savoir comment se fait le lien chez Aristote entre le fait que l'air contient des exhalaisons des autres éléments, bon, ce qui est... et puis cette quasi-absence de l'air dans la répartition des populations sur l'oïkoumène. Est-ce que vous auriez une réponse, sauf à évoquer certains vents dominants? En fait, la théorie des exhalaisons dans les météorologiques, elle n'est pas tellement reliée aux questions, aux questions humaines, en fait, hein, que ce soit les questions de santé ou les questions d'occupation
du territoire, c'est plus C'est curieux que le lien n'ait pas les été fait. questions, oui, les questions curieux que d'occupation du territoire. Par exemple, Aristote, il évoque plusieurs fois les marées en fait dans les météorologiques, mais pas par rapport à leur insalubrité ou à leurs exhalaisons, mais plutôt il décrit les marées comme une phase de la sédimentation des territoires. Au début, les territoires sont couverts d'eau et donc sont humides, on ne peut pas y habiter. Puis ensuite, ils s'assèchent petit à petit. Et à ce moment-là, des populations peuvent venir s'y installer. On a ce genre de réflexion, mais effectivement pas tellement de développement sur l'influence de l'air. Après, ce qu'il y a dans les politiques, c'est plutôt l'influence du climat plus généralement, les climats chauds ou les climats froids sur le caractère et l'intelligence des peuples. Mais peut-être là-dessus, peut-être David pourra expliquer plus précisément, puisqu'il a écrit un article sur ce texte du livre 7 des politiques et la comparaison justement avec le traité Air au lieu. Je te remercie, Jocelyn. Je ne sais pas si Catherine Darbo a une autre question. Sinon, Julien Devinant. On remarque, ce n'est pas dans la maladie sacrée qu'il est question de l'influence du vent, du moins de l'air, comme facteur de trouble. Et je ne me souviens plus très bien, mais je sais effectivement qu'il y a plusieurs des traités où on trouve un exposé plus ou moins développé de la théorie des climats et qui évoque aussi dans le même traité la maladie sacrée. Donc peut-être effectivement, faudrait regarder plus précisément s'il y a une relation explicite entre les deux ou pas. Merci beaucoup. Merci. Julien? Merci. Merci beaucoup pour cet exposé. C'était vraiment très clair et très complet parce qu'il y a beaucoup de choses qui étaient prises en considération. Je vais juste poser une question brève parce que je ne crois pas qu'il nous reste beaucoup de temps. C'est pour revenir encore à cette question de germes pathogènes. Et c'est à propos de la compréhension des sémina spermata. Puisque, alors, dans le texte de Galien que vous avez donné, donc le texte 12, ça apparaît pas, mais c'est dans le traité des fièvres, on a un texte parallèle où Galien lui-même emploie l'expression de l'oimus spermata, donc l'expression qu'on trouve chez Lucrèce. Ça a causé pas mal de discussions, cette expression, et j'aurais voulu savoir quel était votre avis sur ces questions-là, notamment sur la dimension possible de métaphore de la notion de germe, comment ça fonctionne, est-ce que c'est une graine, qu'est-ce que veut dire, ou alors est-ce que c'est une reprise à des théories épicuriennes? Voilà, c'est ces questions-là. Et liées à cette question précise, est-ce que vous pouvez préciser si vous pensez que les deux cas distingués par Galien, c'est-à-dire l'action par la substance totale et par une qualité particulière, sont deux modalités d'action différentes, c'est-à-dire que est-ce que c'est l'air environnant et l'air inspiré, ou à l'inverse, l'air inspiré et l'air environnant, ou est-ce que c'est simplement une spécification dans une même modalité globale d'action qualitative de l'air? J'espère que ma question est claire. Merci beaucoup, oui. Oui, pour les questions de germes des maladies chez Galien, effectivement, pour préparer cet exposé, j'ai beaucoup utilisé l'article de Viviane Notton, donc The Seeds of Disease, qui présente vraiment très en détail tout ce dossier. Moi-même, je n'ai pas vraiment
examiner en détail donc les textes de Galien, donc les textes qui pourraient faire penser effectivement qu'il il admet comme ça une sorte d'idée de germe, quelque chose qui contiendrait la maladie ou qui serait le siège de la maladie. Donc là, je ne peux pas vraiment bien répondre à votre question. Sur l'autre question qui est celle de... Est-ce que les deux cas distingués Oui. sont de modalités d'action différentes En fait, moi, ce à quoi ça m'a fait penser, surtout l'expression comme ça, une action de toute la substance, j'ai eu l'impression d'avoir une sorte ici de première version des débats qui deviennent des débats médiévaux, en fait, sur l'aristotélisme et sur un peu la notion de forme substantielle, comme ça, une sorte de mystère d'une action globale, d'une certaine substance. Par exemple, chez les médiévaux, on a souvent l'exemple de l'opium, comme ça, la faculté endormissante de l'opium, et puis en fait, qui n'est pas vraiment expliqué, quoi, qui reste une sorte de mystère. Et donc, j'ai eu l'impression que chez Galien, on avait déjà un peu cette double aspect d'une comment dire, un peu d'une manière de penser aristotélicienne. D'un côté, comment dire, les notions de tempérament, de mélange, de médiation, qui restent assez vagues, mais qui ont l'air comment dire, de fonctionner assez bien. Et puis de l'autre côté, quelque chose de complètement mystérieux, qui serait comme ça l'action de toute la substance. Pourquoi un miasme est nocif en lui-même, ou pourquoi l'émanation d'une solfatare est toxique, ou pourquoi un poison est toxique. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a deux choses qui sont un peu irréductibles l'une à l'autre, mais l'une des deux, comme ça, cette action de toute la substance, l'une des deux est tellement mystérieuse que Galien ne peut pas aller en fait beaucoup plus loin, et je pense qu'il n'a pas forcément envie ou intérêt de creuser ça davantage. Et donc, il préfère limiter ça à un cas très particulier qui serait celui des marées, des solfatares, et puis garder donc l'autre cas, un peu comme son paradigme dominant qui fonde pour lui en fait, toute la médecine, toute la capacité du médecin à soigner, à prévoir, etc. Parce qu'en fait, cette expression d'action par toute la substance, c'est quelque chose qu'on retrouve dans sa pharmacologie. C'est la modalité des drogues composées, des drogues simples, pardon, qui peuvent avoir une action ça a l'air d'être une action qualitative, en fait, aussi, mais par une qualité qui n'est pas une des 4 qualités. En fait, c'est effectivement une expression qui n'est pas très très claire chez Galien. Est-ce que c'est agir par toute la substance, sur toute la substance? Merci. Je pensais aussi qu'il faudrait comparer avec ce qu'il peut dire sur les poisons aussi, par exemple, tout à pour fait. comprendre. C'est le modèle de l'action sympathique chez Galien. Merci. Merci beaucoup, Jocelyn Groissart, et merci Julien Devinant. Je me permets une toute petite dernière question. Que faut-il comprendre par l'usage d'une respiration réduite dans le texte 12, concrètement? Ça veut dire quoi? Respirer peu. Faut respirer moins, donc c'est pas très... Il y a des animaux comme Aristote qui ne respirent pas, mais nous, on respire normalement. Et qu'est-ce qu'il voulait dire par respirer peu? Ça veut dire quelque chose en particulier? Ne pas faire beaucoup d'efforts et avoir une respiration, ne pas halter. Oui, c'est ça, on ne voit pas très bien. Il faut prendre le moins d'air possible, donc on n'est pas très avancé. Donc d'un côté, soit il faut partir, soit il faut respirer moins. Donc effectivement, la meilleure chose, c'est de ne pas rester dans ce genre d'endroit. Et je me permets une dernière question, mais je ne vous demande pas forcément de réponse. Est-ce que vous pensez, j'ai été très intéressé par cette comparaison musicale dans le texte 3.
qui me semble assez inhabituel. Et vous savez s'il y a s'il y a des comparaisons, par exemple, on trouve ce genre de choses chez Aristote, mais pas une analogie. On trouve souvent des comparaisons musicales de ce type-là chez Aristote, mais pas rapportées à la santé. Et donc, vous avez Non, évité. moi, je connais pas d'autres textes. Non. Parce qu'elle est assez compliquée, cette analogie, en plus. Changer les cordes sur une lyre, et ensuite, leur ton n'a ni harmonie ni agrément, c'est compliqué comme analogie. Enfin, on suppose derrière des choses un peu. Vous pensez que c'est de Galien ou du commentateur? Enfin, vous pensez que ça vient d'où? Pardon, vous pensez que c'est de Galien ou d'où ça vient? D'Hippocrate ou de Galien? Ça vient de Galien, mais alors après, il y a la possibilité aussi que ça vienne du traducteur, parce que C'est ça, je pensais à ça. Une traduction arabe, des fois, il y a un peu des expansions, des développements du traducteur. Mais en fait, le problème, c'est que ce texte, il est inédit. J'ai pas pu voir en fait le contexte. Moi, je l'ai trouvé dans un article. Le texte était cité. D'accord. Ce texte était cité, mais le commentaire n'est pas encore édité en fait. Mais je pense qu'il circule assez largement chez les spécialistes, parce qu'il y a pas mal de travaux qui citent ce commentaire arabe. Mais l'édition, moi je l'ai pas, donc j'ai pas vu le contexte. Je pense que ça va paraître bientôt. Elle est apparemment finie et elle est annoncée depuis longtemps, donc j'espère que bientôt on pourra. C'est dans le Corpus Medicum Graecorum, c'est Strohmayer qui. Très bien. Merci beaucoup, Jocelyn Groissart. Nous allons arrêter ici parce que nous allons faire une pause. On fait une pause d'une grosse de 5 minutes, jusqu'à 16 heures. Et nous écouterons ensuite donc Sébastien Denis, qui est directeur à la direction Santé, Environnement, Travail de Santé publique France. Je remercie de nouveau très vivement Jocelyn Groissart pour son magnifique exposé. Et je lui signale, je ne sais pas s'il l'a vu, que Isabelle Vedrenne-Fajol avait indiqué des références bibliographiques dans le chat. Voilà. Je ne sais pas s'il peut le voir. Je vous remercie. Merci, oui. Je vous remercie toutes et tous, et on se donne rendez-vous dans 5 minutes à 16 heures